Alors, donc on y est. Donc comme je disais, moi c'est Noël Massé. On va parler de machine learning, mais pas vraiment, je vous rassure. Voilà, vous allez pouvoir sortir de là sans avoir un gros mal de crâne. Voilà. Et comme on disait, donc, on va voir comment le machine learning peut vous aider dans votre user experience, pour améliorer votre user experience, avec une petite librairie, en effet, mais pas qu'une librairie, aussi un outil, vous allez voir. C'est un petit peu à mi-chemin entre les deux, qui s'appelle Guess.js. Donc, follow me, blablabla. Donc, l'histoire derrière ce petit talk, en fait, il y a deux manières que je puisse vous la présenter. La première, c'est Minko Getchev, donc, qui a créé ce projet-là avant de rejoindre Google, et qui au départ avait écrit un article, une petite recherche personnelle sur justement comment le machine learning peut aider à faire du bundling. Ça paraît un petit peu bizarre, mais en effet, vous pourrez aller voir cet article, je partagerai les supports, tout ça après. Donc ça date de mars 2018, ça commence à dater un petit peu. Du coup, il a eu de bons retours sur cet article-là, moi-même ça avait commencé à bien m'intéresser à l'époque, et il s'est dit pourquoi pas en faire un projet. Et donc, moi-même j'avais bien envie de faire un petit talk là-dessus. La deuxième manière de parler de ce talk-là, de qu'est-ce qui m'a amené à faire ce sujet-là, c'est le DevFest Nantes. Comme beaucoup, j'ai répondu au CFP. Comme beaucoup, j'ai pas été pris. Et donc, j'ai discuté un petit peu avec Jeff, avec Jean-François Binôme, ça c'est son nom de Twitter, Jean-François Garot, pour qu'il m'explique pourquoi j'avais pas été pris. Et il m'a dit, écoute, nous cette année, et puis de manière générale, on cherche en particulier des choses pour le futur, je ne le cite pas mot à mot, pour le futur, ou des retours d'expérience sur des trucs très poussés que les gens n'ont pas eu l'occasion de faire, etc. Donc du coup, je me suis posé la question, pour l'année prochaine, pour d'autres conférences, d'autres DevFest, comment je pourrais aller faire ça? Comment je pourrais aller être pris? Donc, il faut que je fasse un truc pour le turfu. Et du coup, je peux parler de Progressive Web Apps, c'est un petit peu mon sujet, j'adore ça. Ah mais non, en fait, j'avais déjà proposé 4 sujets sur les Progressive Web Apps, donc ce qu'il m'a dit, si on lit entre les lignes, c'est que les Progressive Web Apps, ça serait le passé. Il fait une Sphere School la semaine prochaine, je crois, c'est ça? Voilà, là-dessus. Et voilà, vous verrez que c'est pas le passé, on a une petite approche bien sympa là-dessus. Du coup, ça suffit pas. Bon, Web Performance, c'est un sujet que j'aime bien aussi, mais c'est pas assez racoleur encore. Qu'est-ce que je peux mettre de plus racoleur? Google I.O. 2018, tout le monde en a parlé, tout le monde a regardé les vidéos, etc. Je commence à avoir une piste. Et du coup, j'ai l'habitude d'avoir la télécommande, donc je vais rester en coin. Machine Learning, ça c'est encore plus racoleur, ça. Allez, on va faire encore plus racoleur. Intelligence artificielle. Et là, en fait, quand on va sur des sujets comme ça, quand on a le hashtag carrément AI, et on a tendance à avoir pas mal de bullshit. On a tendance à avoir pas mal de talks qui n'ont pas vraiment de contenu, et je vous rassure, ça ne sera pas mon cas. Donc, petite introduction justement sur ce sujet. Et là, souvent, comme je disais, AI, en fait, on a tendance à mettre beaucoup de choses dessus qui n'ont pas de sens. On commence à penser à du Terminator, on commence à penser à des choses comme ça. En vrai, AI, en fait, c'est juste l'ensemble dans lequel on va faire du deep learning, du machine learning, et le reste, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas trop. Donc le deep learning, qui sait ce que c'est? Dis-moi. C'est une manière de faire de l'apprentissage automatisé. Yep. Grâce à quoi? Grâce à des réseaux de neurones. C'est ça. C'est ça. Donc comme je disais, je ne vais pas vous faire un gros mal de crâne. On ne va pas commencer à parler comment ça marche ce truc-là. Merci bien. Donc, au-dessus, de manière plus générale, quand on parle de machine learning, si on exclut un petit peu le deep learning, ça va plus être des trucs de pur matheux. On va commencer à faire du calcul matriciel, on va commencer à faire des réductions, de la catégorisation, etc., etc. Généralement, c'est des maths. Et le cercle au-dessus, qu'est-ce qu'il y a dedans si on exclut le machine learning? On ne sait pas trop. Et du coup, la définition générale qu'on pourrait donner, c'est des systèmes automatisés, donc des programmes a priori, des scripts peut-être, qui vont permettre d'imiter un comportement humain. Et justement, c'est là où il y a la brèche dans laquelle plein de personnes se sont engouffrées. On pense imiter humain. Donc on pense imiter un comportement humain dans son ensemble. Et c'est là qu'on fait une dérive. En fait, quand on parle
aujourd'hui, et même de manière générale, en fait, c'est plein de sujets qui sont là depuis des années, hein, même dans les années 70, au final, il n'y a pas grand-chose qui a été réinventé, à part des outils, genre TensorFlow, voilà. Ça, c'est super cool. Avant, on n'avait pas ça, on était obligé de se taper du R, etc. Et, bah, au final, les calculs de serveurs ont fait avancer les choses. Donc, en vrai, ce qu'on fait, c'est des systèmes experts. Donc, un programme qui sait faire une chose que saurait faire un humain. Pas tous les humains, a priori. C'est pour ça qu'on dit système expert. Donc, ce qu'on fait, si on part un petit peu du sens de cette image, a priori, c'est qu'on trépane un vieux barbu. On prend les neurones qu'il a, on va les mettre dans une base de données. Donc, on va appeler une base de connaissances. Ça peut être autre chose qu'une base de données, mais bon. Bref. Et à partir de ça, on va entraîner un système. Par exemple, justement, on parlait de réseaux neuronaux. On va écrire des calculs matriciels, etc., qui vont permettre, à partir ensuite des autres données qu'on va pouvoir amener, de faire une déduction simple. Typiquement, si on parle de catégorisation d'images, vous avez déjà vu des librairies comme ça où on va directement lui donner une image et il va pouvoir nous dire ce qu'il y a dedans. Ceci est un canard sur un lac avec un palmier derrière, donc c'est peut-être pas une vraie image. Bon voilà, on va catégoriser jusqu'au bout, des choses que nous les humains on sait faire, mais on voudrait bien l'automatiser. Eh bien, on va l'entraîner avec une base de connaissances qu'on a déjà qualifiée, et à partir de là, il pourra déduire sur les nouvelles photos qui ne seront pas qualifiées ce qu'il y a dedans. Bon. Rien de très très foufou là-dessus. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on a un moteur d'inférence et on a une base de connaissances qui va nous permettre ensuite de faire des résultats simples. Alors évidemment, quand on pense à ça, dans le grand public essentiellement, et aussi dans notre public de manière générale, un truc qui vient souvent en tête, c'est DeepMind. Qui a déjà entendu parler de AlphaGo? Voilà, quasiment tout le monde dans la salle. Qui a entendu parler de AlphaStar? Ah oui, quand même, ok. Donc, là aussi, c'est un système expert. Hein. Vous demandez à AlphaGo d'aller vous jouer aux échecs. Donc AlphaGo, hein, c'est tout simplement une intelligence artificielle pour jouer au Go. Et comme le Go, vous savez un petit peu la problématique derrière le Go ou pas? Je dérive un petit peu, je vais accélérer après. Dans une partie, il y a énormément de... Beaucoup trop. Donc même quand un humain joue, c'est énormément sur l'intuition. Donc au final, il y en a beaucoup qui l'ont perçu, surtout en plus culturellement, comme « Ah, on commence vraiment à avoir de l'intelligence artificielle parce qu'on commence à avoir un système où on ne comprend pas ce qu'il fait, on ne comprend pas pourquoi il a joué ce coup-là, etc., etc. » Toutes mes connaissances là-dessus sont basées sur un film Netflix. Hein. Donc vous pouvez le trouver sur Netflix, AlphaGo, vous cherchez, vous trouverez. Voilà, je ne vais pas plus loin, c'est loin d'être mon domaine. Et AlphaStar, donc, c'est la même chose, mais pour StarCraft. Donc, vous savez un petit peu la polémique qu'il y a eu derrière AlphaStar? Ouais? Vous me le dire? La polémique, je ne sais pas, mais qu'en gros, ils ont réussi à battre les meilleurs joueurs mondiaux à StarCraft il n'y a pas très longtemps. Voilà. C'est ça, mais avec une petite chose derrière, c'est que en fait, ils se sont rendus compte, je crois que c'était après le 3e match, parce qu'ils font 5 matchs, je crois, que AlphaStar, ils pouvaient voir la map malgré le fog of war. Donc bon, en fait, ils cheataient AlphaStar. C'est la problématique, on doit toujours être dans un cadre bien précis. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont corrigé ça, et ils ont relancé le truc, et au final, c'est l'humain qui a gagné sur les parties suivantes. Et c'est pas parce qu'il a gagné grâce au cheat, simplement qu'il a été entraîné sur un contexte particulier. Donc ça, c'est aussi l'information qu'il faut se rappeler dès qu'on fait du machine learning. Vous avez entraîné votre modèle avec une base de connaissances particulière. Si vous passez à une base de connaissances qui est totalement à l'ouest, que les données viennent d'un contexte totalement différent, lui-même, il sera à l'ouest. Il n'arrivera à rien gérer. Et il vous sortira des réponses qui n'auront aucun sens. Et on verra que ça peut s'appliquer aussi à notre solution. Bon, dans l'ensemble, on a donc 2,5 réactions quand on va sur ces sujets-là. Ça, oh mon Dieu, on va perdre nos emplois, le monde va finir, et puis on va avoir Skynet qui va arriver, fait certainement par Amazon ou Google. Ah, ça, c'est une réaction qu'on entend souvent. On a l'autre aspect, je l'évoquais au début, c'est super, personne n'y comprend rien, moi j'ai lu 3 articles et je vais pouvoir me faire plein de pognon. Ah, c'est l'autre aspect aussi. Donc j'imagine bien que vous m'avez catégorisé dans cette 2e catégorie quand j'ai dit ça. Je vais plutôt me catégoriser dans une 3e catégorie où on est enthousiaste par rapport à ces sujets-là.
On sait que AI, au final, c'est un mot très racoleur qui ne veut pas dire grand-chose, et on sait, et je pense que c'est le cas de quasiment tout le monde dans la salle, qu'au final, c'est quelque chose de pas sexy quand on y va vraiment dedans. Comme je disais, plutôt pour les matheux, qui va répondre des problèmes précis, etc. Je vous ai dit un petit peu toutes les problématiques et casser les trucs qu'on entend sur des talk bullshit. Et on n'est pas « wouh !» on est plutôt « ouh, c'est cool ce truc, ça va peut-être m'aider à faire 2-3 choses. » Et c'est ce qu'on va faire là. Donc, comment on peut utiliser le machine learning pour améliorer nos web apps? En fait, le principe ici, ça va être de deviner ce qui va se passer dans le futur. Et qu'est-ce qu'on veut deviner? Si en plus, vous avez le titre, on va améliorer l'UX. Donc on va essayer de deviner, de déduire quel pourrait être le comportement suivant de l'utilisateur. Et ça peut avoir plusieurs applications. On va toujours faire en sorte d'améliorer notre UX, donc de s'adapter un maximum en avance de phase, d'anticiper les comportements de l'utilisateur pour lui permettre d'avoir une expérience plus fluide. Donc, typiquement, on a 2 applications aujourd'hui. On a le prefetching, dont on va parler ici. Donc, on va essayer de deviner quel est le lien suivant que l'utilisateur va vouloir suivre, la route qu'il va vouloir suivre. Et on va préfetcher cette route suivante. On va en parler du coup en détail. Deuxième comportement, dont je ne parlerai pas ici, deuxième application, généralement, ça va être de l'auto-customisation de l'interface. Donc typiquement, il y avait un talk, je ne sais plus qui c'est qui l'avait donné là-dessus, où on donne un exemple avec 4 composants et en fonction des données qu'on reçoit, on va aller mettre les composants plus en haut ou plus en bas. Voilà. Simplement, mais on sait qu'il y a des briques de notre application qui sont plus utilisées et donc on va les mettre en avant ou on va faire une autre organisation, etc. Ce qu'il faut savoir de manière générale sur ces applications, c'est qu'il n'y a pas de recette toute prête. Donc là, ce dont je vais parler ici avec Guess.js, salut Annabelle, donc je vais parler ici avec Guess.js, il y a 2 aspects à ça. Il y a l'aspect oui, c'est un outil que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui, mais il y a l'aspect aussi pour aller voir les différents articles qui ont été écrits là-dessus, comment ils en ont parlé à Google I.O. C'est un talk de 3 minutes à la fin d'un long talk. Voilà. Et même le README du projet lui-même, c'est des prospectives, c'est fait pour inspirer les gens. Et je vais vous donner les éléments pour utiliser Guess.js de la manière la plus rapide possible, donc grosso modo pour vous faire un POC. Et derrière, il est aussi customisable, il y a plein de choses que vous pourrez réaliser par vous-même pour adapter à votre propre application. On va voir qu'il a pas mal de limites. Donc voilà, assez parlé de machine learning en lui-même, on va enfin parler de web. Donc, Webpack, il sert à quoi? Oui, je passe du coq à l'âne. Webpack, il sert à quoi? Oh bah quand même. Il n'y a personne qui sait ou tout le monde est timide? Ouais, bundle, c'est bon, j'ai le mot-clé. C'est ça. Donc, Webpack, pour faire très résumé, ce qu'il fait, c'est qu'il va analyser l'arborescence des dépendances de votre projet, donc des interdépendances entre fichiers, typiquement via les imports. Donc, il va aller sortir une arborescence de ça, et à partir de là, il va bundler vos éléments. Bon, évidemment, il fait plein de choses et vous pouvez l'utiliser pour autre chose, même si vous n'avez pas besoin de bundling, mais on va se réduire à ça aujourd'hui. Donc, ça, on va pouvoir le customiser pour lui dire, typiquement, si ça, c'est dans un dossier avec ce chemin-là, t'en feras un bundle à part, même si il fait partie de l'arborescence des dépendances qui est partie de mon app.js, par exemple. Voilà. Et ça va nous permettre justement d'optimiser un petit peu notre web app avec Guess.js. Avec, du coup, on fait par exemple du lazy loading. Lazy loading, bon, j'ai compris que vous en aviez marre que je vous pose des questions. Lazy loading, pour faire très simple, et justement ce graphique est volontairement là pour être le plus simple possible, très réducteur. Donc, on va faire en sorte justement que notre bundle qu'on a besoin de charger à l'initialisation de l'application, il soit le plus léger possible. Donc, on va enlever des bouts dont on aura besoin plus tard. Donc, on va faire en sorte que le chargement initial de notre application soit le plus rapide possible pour avoir un time to interactive, le moment où on peut interagir avec l'application, qui arrive le plus tôt possible. Typiquement, quand vous êtes sur des sujets type PWA, etc., et même le web de manière générale, aujourd'hui, on doit adresser beaucoup d'utilisateurs en 2G, etc. Il faut faire extrêmement attention à ces sujets-là. Généralement, quand on dépasse la seconde, on est déjà perdu. Et après, il y a aussi beaucoup d'applications en entreprise où là, les utilisateurs sont captifs et si on a 5 secondes de chargement, on s'en fout.
Mais ce n'est pas le cadre dont on va parler ici. Donc évidemment, je disais, il est réducteur, hein, on ne va pas forcément charger tout à côté, on va charger au moment opportun, donc au moment de la navigation. Hop. Et le prefetching, qui a déjà utilisé un prefetch? Ils sont tous ensemble en plus, ils ont formé un club. Ah non, non, t'as été exclu du club en fait, c'est ça? Donc le prefetching, avec plein d'autres balises qui viennent avec, va vous permettre de précharger, comme le nom l'indique, hein, des ressources. Et pour faire ça, en fait, ce qui se passe, c'est que on va charger notre page HTML. Notre navigateur va identifier les balises link prefetch, je vais me la montrer après, et il va précharger la ressource. Hein, il va faire un appel pour avoir cette ressource à disposition en mémoire du navigateur, pour quand on aura besoin, mais on n'a pas besoin d'aller directement sur le réseau, on a en mémoire, et du coup, c'est quasi instantané. Donc pour faire ça, comme je vous ai dit, hein, un link rel prefetch. Donc c'est de l'HTML, on n'est pas encore au JavaScript, hein, on n'est pas au Nantes HTML, donc vous inquiétez pas, le JavaScript va venir. Donc ça, la problématique derrière qu'on va avoir, justement, c'est que vous le mettez dans votre fichier HTML, quand le browser il va voir un link, il va aller prefetch. Donc si vous mettez tout en prefetch dans votre index HTML, quand vous faites une SPA, vous bombardez, quoi. Si le mec il est en 2G, c'est même pas la peine. Vous avez totalement ruiné son expérience utilisateur. Donc, en faisant du prefetch, on peut améliorer l'expérience de l'utilisateur, on peut lui permettre d'aller plus vite, que l'application soit instantanée et tout. Wouh, mais, comme je disais, hein, si vous en mettez trop, vous remettez son rond en carré et ça va être encore pire pour lui. Donc, pour améliorer ça, et c'est ce qui est fait avec Guest.js, il faut faire attention, idéalement, de mettre nos prefetch dès qu'on commence à être sur des applications un petit peu plus complexes, hein, où on a plein de ressources et tout. Si on est sur un minuscule truc, allez, c'est bon, on peut charger 2-3 trucs en prefetch, du moment qu'ils sont légers. Mais on va utiliser Navigator Connection Effective Type. Pareil, qui a déjà utilisé ça? Ah, ça me rassure. Donc, ça, c'est voilà, juste... Vous utilisez cette variable et il va vous renvoyer une chaîne de caractères qui vous dit, qui présuppose de l'état de la connexion que vous avez. Donc, slow 2G, 2G, 3G ou 4G. Il n'y a rien au-dessus parce qu'il considère que 4G, c'est bon, c'est la fête. Donc, à partir de là, on va pouvoir, en JavaScript, conditionner si on va commencer à mettre des links prefetch ou pas. Typiquement, si votre utilisateur il est en slow 2G, on ne va peut-être pas lui charger en plus des trucs alors que ça lui a déjà pris 20 minutes pour charger l'initialisation de votre application. S'il en est à 20 minutes, vous l'avez perdu, hein. Vous avez raté quelque chose au passage. Donc, tout ça, toute cette optimisation de nos prefetch, etc., généralement, ce qu'on va faire, c'est que déjà, à l'initialisation de notre application, quand on n'a pas encore envoyé en prod, on va aller faire des présupposés. Donc, a priori, ils vont plutôt aller sur cette route-là qu'une autre. Donc, c'est peut-être celle-là que je vais préfetcher plutôt que les autres. Et puis, une fois qu'on l'a envoyé en prod, on va regarder notre tracking, par exemple avec Google Analytics, et on va regarder quelles sont les pages les plus recherchées, les routes les plus recherchées, pages à chaque fois entendez-le avec des guillemets, hein. Donc, celles qui sont les plus utilisées, et on va un petit peu mettre à jour, modifier nos prefetch. Donc, c'est l'idée, en fait, dès le départ derrière Guest.js. C'est super lourd, c'est super lent, c'est super chiant. Et on oublie parfois. On n'est pas toujours à jour, du coup, vu que c'est un processus humain. On est obligé d'aller y retourner, etc. Et si, typiquement, on a adressé un nouvel ensemble d'utilisateurs qui n'a pas le même comportement, typiquement, je ne sais pas, un autre continent, on est obligé d'attendre et de se dire « Ah, peut-être à telle date, j'aurai suffisamment de données pour présupposer, etc. etc. » Donc, essayons de faire ça data-driven. Donc, à partir de nos données Google Analytics, qu'on ait un outil qui nous permette d'optimiser ça en permanence. En permanence, vous allez voir, il y a deux parties en fait. Donc, pour faire du data-driven, comme je disais, hein, on a besoin d'une base de connaissances. Donc, on va aller utiliser nos données Google Analytics. On va aller mettre un petit moteur dessus. Alors, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un réseau neuronal, ça peut être une chaîne de Markov, ça peut être du TensorFlow, etc. Ce modèle-là va nous permettre d'identifier
les routes les plus probables que l'utilisateur risque d'avoir ensuite par rapport au comportement qu'il a actuellement. Ensuite, on va devoir mapper nos pages pour que ça corresponde à notre bundling et à notre routing. Aujourd'hui, on fait essentiellement des SPA. Hein. Donc, quand on veut faire du statique, etc., on a page par page, ça va, c'est assez simple. Quand on veut faire une SPA, plusieurs routes peuvent correspondre à un même bundle. On a besoin d'un truc qui va aller analyser notre projet, analyser notre routing et pouvoir brancher ça avec ce qu'on a déduit de Google Analytics, avec les différents liens. Voilà. Donc ça, GetJS va gérer un petit peu ça. Ensuite, on va faire notre bundling en conséquent. On va essayer de regrouper les choses ensemble de manière non pas logique pour le développeur, logique pour l'équipe, mais logique pour l'utilisateur, pour ce qui sera fait en production. Et enfin, on va avoir besoin d'un truc au runtime qui va générer, qui va mettre nos lignes prefetch. Je vous disais, on se basait sur la connexion. Typiquement, vous imaginez bien, c'est au runtime, ça. Hein. On ne peut pas déduire la connexion au bit time. Donc, GuessJS, c'est fait pour ça. Voilà. Le lien, vous irez voir. Donc, il y a 4 parties à GuessJS. Le jeu de mots ne marche pas en français. Piece of cake. Donc, il y a 4 parties, je ne suis pas un Simpson, qui vont vous permettre de vous faciliter tout ça avec GuessJS. Le présupposé derrière, comme je disais, étant que la plupart d'entre nous, c'est dur le machine learning. On ne va peut-être pas se soucier de ça directement. Donc je vous l'ai dit, 3 éléments. Le modèle, le bundling et le prefetching. Donc, allez, petite démo rapide. Donc j'utilise tout simplement un IO. Voilà. Évidemment, je vais changer ma disposition d'écran. Tac. Hop là. Donc, je cherche tout simplement l'outil pour aller faire la résolution. Allez. Hop. Non, évidemment, il n'en peut plus, c'est pas grave. Allez. Hop. On va utiliser un render, c'est pas grave. Hop. Parce qu'évidemment, il m'a identifié ça. Hop là. Donc, hop. Pression. 1920 par 1080. On est bon. Tac. Hop. Voilà. Et comme ça, ce sera plus simple pour moi. Donc, hop. Je vais réinitialiser les données de l'application. Donc là, c'est une petite démo qui est faite avec Gatsby. Je crois que vous n'en avez jamais entendu parler ce soir. Donc, hop. On va revenir à l'initialisation. On va voir ce qui change, évidemment. Je suis bête. C'est pas grave, on va passer la démo. De toute façon, j'ai beaucoup parlé jusque-là. Donc, je vous donnerai le lien et vous pourrez aller voir ça. Hop. Parce qu'évidemment, je n'ai pas anticipé le truc, c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà. On va passer à l'étape suivante. Donc, tout simplement, la démo, vous avez les différents liens sur la page et il va vous dire, il va aller déduire des données Google Analytics et la probabilité, donc ce que je vous ai expliqué. Donc, en fait, rapidement, comme Minko Gretchev, il a rejoint Google peu de temps après avoir fait ce projet-là. Je ne sais pas si c'est lié. C'est pour ça, du coup, qu'à la Google I.O., c'est Google vous propose. Oui, non, le mec, il avait fait avant d'aller à la Google I.O., à Google, c'est pas grave. Donc, derrière, comme il a rejoint justement un petit peu avant, il a pu travailler aussi derrière, il a eu plus de temps pour travailler dessus, et donc travailler avec les personnes typiquement qui font Gatsby. Et vous pourrez voir, il y a un plugin directement, Gatsby plugin, GuessJS, vous avez juste à l'installer et il n'y a rien à faire. Derrière, juste dans votre configuration de Gatsby, dans Gatsby config, vous avez juste à rajouter le plugin donné et d'aller faire la configuration, qui est très très simple de GuessJS. Mais je vais vous donner l'exemple de la configuration avec plutôt Angular parce que le code source est plus intéressant. Non pas que je troll sur Angular ou quoi que ce soit, c'est juste pour GuessJS. Voilà, donc vous avez une démo pour chacune. Donc vous avez GuessJS, Gatsby, Guest. Avec Angular, comme il y a du Angular CLI, il faut utiliser un outil de customisation du Webpack. Donc que ce soit NGXBuild+, fait par Manfred Steyer, ou Angular Builders Custom Webpack. Donc, dans leur exemple, c'est du Custom Webpack qui est utilisé. Donc, on a du Extend
on a un fichier extend webpack et dedans, on va aller pouvoir faire notre configuration de notre plugin. Donc Guess Webpack, Guess Parser. Donc le Guess Webpack plugin, c'est vraiment le premier outil, le plus simple, etc. Vous pouvez l'utiliser directement dans le projet. Et il est là pour essayer de faire un maximum de trucs à votre place. Donc quand vous faites un POC, c'est très bien. Hop. Donc vous rajoutez votre plugin, vous rajoutez votre clé Google Analytics, tout bêtement. Vous définissez la période dans laquelle vous voulez faire votre analyse. Parce que peut-être que les premiers mois, ce n'était pas utile. Hein. Vous avez été juste en test, vous étiez en bêta, je ne sais pas. Ensuite, runtime. Donc là, c'est pour aller dire, je vous ai dit, il y a une partie runtime, hein, donc qui va aller utiliser la librairie runtime guess pour aller rajouter les links. Donc, vous pouvez le déléguer directement. Quand vous faites votre build, il va rajouter tout ce qu'il faut. Si vous voulez les gérer un petit peu plus à la main, il faut aller mettre un runtime delegate false. Ensuite, comme je vous ai dit, il faut faire le lien entre vos routes et les pages Google Analytics. D'accord? Donc ça, pareil, vous avez un outil qui va pouvoir faire ça rapidement. Parse route, en fait, c'est un superset à parse Angular route, parse React route, parse, etc. Voilà. Donc, il va essayer d'identifier votre projet et tout. Alors, attention, React et Vue, il faut suivre des guidelines, sinon il faut se les taper à la main, ce parseur. Et pareil, il vous donne les outils, donc c'était pas très lourd non plus à faire, mais vous allez sur les projets d'exemple, la documentation et tout, il vous montre quel type de routing qui sait gérer. Voilà. Et ensuite, vous pouvez rajouter un route formateur qui, pour chaque route qu'il va aller identifier, vous pouvez reformater. Là, par exemple, on enlève le préfixe app. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes bon. Vous avez juste à rajouter les brackets, etc. Et on est tranquille. Donc, il y a des exemples aussi pour React, avec du Next, avec du Nuxt, etc. Pas besoin, pareil, que je revienne dessus. C'est juste du Webpack. Donc, ce que je vous ai montré là, ça marche pour les autres. Vous retrouverez exactement le même principe. Et bon, comme ça, vous pouvez aller voir sur votre solution préférée. Il y a du Gatsby, il y a du Next, il y a du Nuxt, il y a du Vue directement, il y a du React. Voilà. Donc après, ça se découpe en différents modules. Je vais passer très rapidement là-dessus. Comme je vous disais, grosse solution facile, Guess Webpack Plugin, et les petites solutions qui sont en dessous, qui sont utilisées par Webpack, donc vous pouvez un petit peu customiser, etc. Donc je passe, vous avez le Google Analytics module qui lui-même fait en fait l'inférence. Hop. Vous avez le Guess Parser, comme je vous ai dit, qui mappe les routes. Hop. Et on n'a abordé que 3 trucs, donc il y a une 4e part de gâteau. Il y a quand même une solution pour les sites statiques. Voilà. Donc quand on est sur différentes pages HTML, qu'on va aller faire les rendus côté serveur, etc., il y a une petite librairie pour ça. Alors, Eratom, on est sur un projet alpha. Ça, c'est dans un dossier expérimental dans ce projet alpha. Voilà, donc c'est vraiment une inspiration à prendre. En parlant justement de ce côté un petit peu alpha, a priori les pistes qui veulent être prises pour le futur, c'est peut-être en faire une extension par exemple à Angular CLI, etc. Vu évidemment, Miko Kretchev travaille à Google et travaille depuis longtemps avec Angular. C'est son dada. Donc pour résumer un petit peu dans l'ensemble, on a beaucoup de choses qu'on peut améliorer dans le web en allant chercher un petit peu du côté du machine learning. Ce n'est pas si compliqué que ça, même si vous commencez à aller vous creuser la tête de comment vous pourriez faire ces représentations-là. Dans l'essentiel, avec du TensorFlow, on s'en sort assez bien sans aller commencer à faire des optimisations de réseaux de neurones, etc. super complexes. On commence à avoir des outils pour ça. Donc là, on n'a même pas besoin de sortir avec un petit mal de crâne. On peut optimiser le comportement utilisateur, que ce soit sur le chargement réseau ou sur l'interface. Sur l'interface, il n'y a pas encore beaucoup d'outils pour ça, mais il y a plein de ressources. Et de manière générale, il n'y a rien de très mature encore dans ce domaine-là. Donc, il y a de quoi s'amuser. Il y a vraiment, par contre, il y a plein de gens qui ont commencé à s'amuser avec ça, à faire des articles là-dessus. On a différents niveaux d'articles, dans le style rapport de recherche, ou dans le style, je me suis amusé là-dessus sur ce sujet pendant 1 heure et je vous dis ce que j'ai appris. Voilà. Donc on a un petit peu pour tous les niveaux. Et comme ça, on a des ressources pour avancer. Et Guess.js, c'est cool. Donc,
moi, c'était Noël Massé, c'est toujours Noël Massé, ça sera toujours demain, mais pour cette session, ça va être fini. Donc, je suis développeur advocate chez Sphere, c'est bien, vous ne l'avez peut-être pas deviné. Je ne vais pas faire la promo, et c'est bête, elle m'a enlevé ma vanne, mais du coup, il y a des gens pour faire le recrutement, hashtag on recrute. Annabelle, qui est partie tout à l'heure, voilà. Donc, efficace, hein, cette agence. Donc, l'agence s'est créée cette année avec Jean-François à sa tête. Allez faire un coucou. Voilà. Même si moi j'ai passé la journée un petit peu avec eux, franchement leurs locaux sont cool et que discuter avec tous les gens qui sont là-bas, c'est toujours instructif et intéressant. Et donc après moi je suis essentiellement sur les sujets, vous l'aurez compris, de performance web autour des PWA. Donc c'est essentiellement là-dessus que je talk et sur l'aspect plus BBL, etc., accompagnement, je parle aussi des concepts qu'on retrouve d'abstraction autour des différentes solutions qu'on a, donc Angular, React, Polymère, Vue. Les autres, qui fait encore du knockout? Vous me rassurez tellement. J'ai dû en faire il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, qu'est-ce que, au final, essayer de déconstruire ça? Il y a beaucoup de personnes qui abordent aujourd'hui le web via ces solutions-là et qui n'ont pas eu le temps, pas eu peut-être l'envie, ou peut-être on ne leur a pas dit qu'il y avait des concepts sous-jacents importants, et faire le lien, en fait, entre tous ces concepts-là. Voilà. Donc merci à vous tous. Voilà, merci. Et vous pouvez me retrouver. Est-ce qu'il y a des questions pour Noël? Ah, je pensais que j'avais trop dépassé le temps. Ah bah c'est cool. Non, aucune? Je vous ai quand même donné mal au crâne? Non, c'est bon? Ah, c'est un meet-up, fin de journée, on s'endort. Combien ça pèse? J'avoue que je ne suis pas allé voir. Il faudrait que je retrouve. Il y a un super site maintenant qui te permet de retrouver la taille de tes packages NPM. Là, par contre, en fait, tu vas avoir au runtime quasiment rien. La librairie runtime, elle est minime, c'est quelques lignes. Derrière, c'est essentiellement du build time. Et quand tu es sur le static site, lui, par contre, c'est côté serveur. Voilà, typiquement, tu vas servir tes fichiers via du Express, etc. Tu vas aller faire cette analyse, en fait. Donc, au runtime, c'est pas lourd. Et puis au build time, on s'en fout un petit peu si c'est lourd. Hein. Même si nos nodes modules pèsent 3 tonnes, on fait avec. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que tu as déjà fait joujou avec le code splitting de Webpack et le Guest.js? Oui, un petit peu. Alors, pour le coup, Guest.js, il te fait tout pour toi. Hein, comme je disais. Après, quand tu dois faire du custo, ce n'était pas dans le cadre de ça. Hein, je ne suis pas non plus amusé à aller customiser Guest.js. J'aurais pu, parce que vous pouvez regarder le code, c'est assez simple. Au final, je n'ai pas eu le temps. Après, oui, sur l'aspect code splitting, tree shaking, etc., ça reste du Webpack classique. Là. Guest.js, ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Donc, sauf si tu avais une question précise par rapport à ça. Non, parce que généralement, tu peux faire un code splitting plutôt au niveau des routes. Ouais. Et du coup, lui aussi, il fait un travail. Ah, oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais j'aurais tendance à recommander, quand tu utilises Guest.js, mais à prendre avec beaucoup de pincettes et voilà, je redonnerai les informations là-dessus. Mais a priori, pour l'instant, de ce que j'ai expérimenté, de faire aucun lazy loading dans ta solution et de laisser Webpack faire. Enfin, Guest.js du coup faire. Ouais. Tu parlais que ça fait du pré-fetching. Tu as le preloading aussi qui est possible du coup avec... Ah non, non, pour le coup, c'est pas le même sujet. Il se charge uniquement du prefetching. Parce que derrière, après ton preloading, c'est pas ça qui va optimiser ce comportement-là. Oui, pareil, de la même façon, analyser que parfois sur une full page, c'est telle partie. Ouais. Et du coup, dire que tel élément doit être preloadé. Ah ben, fais un projet. Ça serait cool. Ça serait super cool. Ok. On est bon? Du coup, on va passer à la suite. Et puis, n'hésitez pas.